Europe 1. Le journal de 6h, Maël Hassani, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. L'agresseur du maire de Villeneuve-de-Marne en Isère vient de passer sa première nuit en prison. Cet homme d'une 60aine d'années a été mis en examen et écroué pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique après avoir attaqué l'élu mercredi à l'arme blanche avant de tenter de le renverser en voiture. Interpellé 2 jours après les faits, le suspect s'est expliqué sur son geste au cours de la garde à vue, Noémie Loisel. L'agresseur âgé de 60 ans, sans antécédent judiciaire, a reconnu devant les enquêteurs être conscient, selon les mots du procureur de Grenoble, de ce qu'il avait fait et répété n'avoir aucune intention d'homicide. Il a affirmé avoir été poussé à bout, précise Étienne Manteau. Il explique qu'il rentre chez lui et, je le cite, « Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est l'accumulation des choses qui m'a fait péter un plomb. Il y a eu une rupture dans mon esprit, c'est toujours ces mots. J'ai fait ça machinalement. Ça a été un enchaînement. J'étais victime d'une injustice. » Selon le procureur de Grenoble, il présente surtout un vécu persécutif. Ce qui est saillant au travers des auditions, c'est vraiment un vécu persécutif et une tendance à la réinterprétation de ce qu'il vit. Il évoque une surveillance du maire, soit exercée directement, soit exercée par des administrés. Sa sœur a été retrouvée décédée, pendue dans son appartement en avril 2025. Et pour autant, monsieur considère aujourd'hui qu'elle a été assassinée parce qu'elle avait un problème avec son bailleur. On a retrouvé sous son oreiller 2 couteaux. Ces couteaux étaient positionnés pour se défendre si, je le cite, on veut me faire la même chose qu'à ma sœur. L'agresseur a été mis en examen pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, et le procureur de Grenoble assure que l'état de santé du maire s'améliore. Il pourrait sortir de l'hôpital dans les prochains jours. Le nombre d'actes antichrétiens en hausse de 13% en l'espace d'un an. Chiffre révélé ce week-end par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau dans un télégramme envoyé au préfet. Un document qui appelle à renforcer la sécurité des lieux de culte chrétiens à l'occasion de la fête de l'Assomption le 15 août. Vigilance, hélas, plus que nécessaire, selon le député Renaissance des Yvelines et candidat à la mairie de Poissy, Carl Olive, dans un contexte particulièrement tendu. Tout ça est inacceptable, je le dis souvent, moi, à Poissy, la synagogue est toujours surveillée 24 heures sur 24 grâce à Vigipirate, et ça nous fait saigner le cœur, c'est insupportable. Malheureusement, le ministre de l'Intérieur a raison d'anticiper, parce que toutes les fêtes chrétiennes, toutes les fêtes religieuses en général sont souvent le fait de stigmatisation. Je continue de dire qu'il nous faut une concorde nationale dans notre pays, et là encore s'appuyer sur le dialogue interculturel qui me paraît très important, parce que moi je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas aller sur l'exception. On a une majorité de nos compatriotes, quelle que soit leur confession, qui veulent bien vivre ensemble et qui vivent bien ensemble, à côté d'une minorité qui veut pourrir le quotidien des Français. Et chaque occasion est la bonne, et malheureusement le 15 août peut en être une. C'est la raison pour laquelle je souscris pleinement aux décisions du ministre de l'Intérieur. Carl Olive, le député Renaissance des Yvelines, invité d'Europe 1 matin week-end au micro de Charles Huillier. Marion nous le disait, le pic de la canicule est prévu aujourd'hui. Un pic bref mais extrêmement intense. Des températures d'un niveau exceptionnel, souvent plus de 40 degrés. 12 départements du sud-ouest placés en alerte rouge à partir de midi. C'est le cas de l'Aude, où le gigantesque incendie est désormais maîtrisé après avoir détruit 16 000 hectares dans le massif des Corbières. Mais les températures élevées multiplient les risques de reprise de feu, comme l'explique le directeur adjoint des pompiers de l'Aude, Michael Sabot. Dans la journée, nous aurons le renfort d'une 50aine de militaires qui travailleront jusqu'à 14h au vu de la vigilance rouge canicule. Ils nous aideront à traiter les lisières, à noyer les lisières, à éviter qu'il y ait toute réactivation pour pouvoir à un moment donné le passer feu et thème. On est 950 à l'heure actuelle sapeurs-pompiers sur le terrain, 13 colonnes de renfort extra-départementales et 75 sapeurs-pompiers de l'Aude. La canicule rouge amène des difficultés à traiter le chantier, mais elle amène également des risques sur les autres massifs du département. Michael Sabot, le directeur adjoint des pompiers de l'Aude. Des fortes chaleurs enregistrées déjà ce week-end. La barre des 40 degrés tutoyée, voire dépassée fréquemment sur la moitié sud du pays. C'était le cas hier dans les Landes, où les organismes des habitants et des vacanciers étaient mis à rude épreuve. Illustration dans un camping de Saint-Sevé avec le correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine, Guillaume Dreschler. En cette fin de journée, le thermomètre dépasse déjà les 40 degrés. C'est chaud, j'ose même pas aller à la piscine, c'est un coup à faire une installation.
Julien arrive de Toulouse avec sa femme et ses 3 enfants. Bah là il fait chaud, hein. Même à Toulouse on est habitué, mais là j'ai les enfants, ils sont en PLS. Ouais. Le mobil-home de Xavier est lui en plein soleil, pas un arbre à proximité, compliqué pour se reposer. À table, trop chaud partout, dans toutes les pièces il fait trop chaud. Tout à l'heure j'ai voulu m'allonger un peu, le oreiller est chaud, mais chaud de chez chaud. On évite tout, on préfère être quand même à l'extérieur qu'à l'intérieur quand même. À côté, Anthony vient de Belgique, il adapte ses sorties en famille. Ici on découvre la météo, ça tabasse bien et c'est piscine, ombre, on profitera aussi de la proximité de la rivière et on cherche les points de fraîcheur. Face au pic de chaleur attendu, le camping Rive de l'Adour à Saint-Sevé se prépare. Le gérant François Bernier s'attend même à des consignes de la préfecture. Si on a la préfecture qui nous dit interdiction de sport, toutes nos activités sportives qu'on prévoit, comme le foot par exemple ou le tennis, on ne pourra pas le faire. C'est surtout les activités qui sont en plein soleil qu'on ne pourra pas se permettre de le faire parce qu'il y aura trop de dangers. Pas de problème, lundi c'est ping-pong, à l'ombre, près d'un point d'eau et encadré par un animateur. À Saint-Sevé, Guillaume Dreschler pour Europe 1. Eh ben, tout va bien. Ping-pong au bord de l'eau. Voilà. Une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne en visioconférence aujourd'hui. Les échanges porteront bien sûr sur la future rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi en Alaska. Les dirigeants du vieux continent craignent que la fin de la guerre en Ukraine ne soit décidée sans Kiev ni les 27. Alors ils tentent de faire entendre leur voix, Antoine Bienvaux. Oui, dans une déclaration commune, les principaux dirigeants européens rappellent à Donald Trump que la voie de la paix en Ukraine ne peut être tracée sans les Ukrainiens. Des propos qui sonnent comme un écho à ceux de Volodymyr Zelensky qui avertissait avant-hier que toute décision prise sans l'Ukraine irait à l'encontre de la paix. Plus que jamais unis, les Européens mettent donc la pression sur le président américain. Une stratégie qui, malgré les apparences, pourrait fonctionner, selon Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique américaine. Donald Trump a reçu une très forte pression de ses alliés européens dont il ne peut pas se passer. Et c'est vrai que l'invitation à Zelensky serait la moindre des choses. Dans leur déclaration commune, les Européens rappellent que les frontières internationales ne doivent pas être modifiées par la force. Une réponse aux propos de Donald Trump qui, vendredi, pour la première fois, a évoqué l'idée d'un échange de territoire entre la Russie et l'Ukraine. À l'inverse, l'Europe demande au président américain de maintenir la pression sur Moscou et se dit prêt à soutenir cette action sur le plan diplomatique et militaire, tout en appelant une nouvelle fois à poursuivre les sanctions financières à l'encontre de Moscou. Antoine Bienvaux. L'Australie annonce à son tour cette nuit sa volonté de reconnaître prochainement un État palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Date également cochée par plusieurs pays occidentaux dont la France. Décision vivement critiquée par l'État hébreu alors que la guerre contre le Hamas n'est pas encore terminée et que le mouvement terroriste contrôle toujours l'enclave palestinienne. La guerre à Gaza qui est entrée dans une nouvelle phase en fin de semaine dernière. Un plan de prise de contrôle total de l'enclave est mis en place par l'armée israélienne. Il s'agit du meilleur moyen de terminer la guerre, assurait hier le Premier ministre Benjamin Netanyahou devant la presse du monde entier, malgré les critiques de l'opinion publique dans l'État hébreu et de la communauté internationale. Le Premier ministre canadien Mark Carney adresse ses pensées à la victime d'une violente agression antisémite à Montréal vendredi dernier. Un homme portant une kippa aspergé d'eau avant d'être projeté au sol et passé à tabac devant ses 3 enfants. Les faits se sont déroulés dans un parc. L'agresseur a pris la fuite dans la foulée et n'a toujours pas été retrouvé. Et les 6h09, vous écoutez Europe 1 matin. Les difficultés s'accumulent dans le prêt-à-porter français. Oui, dernière victime en date, l'enseigne Naf, partiellement reprise par le groupe Beaumanoir après son placement en redressement judiciaire. Mais la majorité des emplois devraient être supprimés. Alexis Bourdon, c'est la suite d'une série noire pour le textile français. Oui, après Jennifer, Pinky ou encore Gap France, c'est au tour de Naf d'être en très grosse difficulté. Plus de 400 personnes sur les 600 que compte l'enseigne pourraient se retrouver sur le carreau. Pour Aurélie Flissard, secrétaire générale CFDT, ce coup d'arrêt pour les historiques et du textile français n'a rien de surprenant. C'est un secteur qui peut-être avait trop d'acteurs, était trop concurrentiel et donc ce qui se passe aujourd'hui c'était plutôt inévitable dans ce secteur très fragilisé du commerce de détail de l'habillement. Pour autant, nos placards ne désemplissent pas, bien au contraire. Selon l'éco-organisme Refashion, les Français ont acheté 42 vêtements par personne l'an dernier, un record. Pour l'économiste Pascal Ebel, le marché du textile est en pleine transformation. Les gens achètent de plus en plus de vêtements, mais le budget ne fait que baisser. Ça fait 15 ans que le chiffre d'affaires du secteur diminue. Les plateformes chinoises envahissent le marché européen et donc les gens sont tentés d'acheter des pièces qui ne durent pas et qui font qu'on achète plus de vêtements sur ces plateformes chinoises. D'après la Fédération Alliance du Commerce, le secteur du textile a perdu près de 47 000 emplois entre 2013 et 2024. Alexis Bourdon. Merci Maël Hassani pour votre journal 6h10.